30 avril 1827. Tous les Algériens connaissent cette image, c'est le fameux coup d'éventail du dé d'Alger au consul français de Val. L'origine de cette histoire, c'est que la France, qui avait acheté du blé algérien en 1798, à l'époque c'était le Directoire qui voulait financer la campagne d'Égypte du grand Napoléon, qui avait envahi l'Égypte en 1798. Donc l'Algérie à l'époque produisait et vendait du blé, à l'inverse d'aujourd'hui. Et la France avait garanti cet achat de blé par des familles juives d'Algérie, en l'occurrence la famille Bakri. En 1827, c'est-à-dire 29 ans après avoir vendu le blé à la France, le dé d'Alger convoque le consul français pour lui dire « Qu'attendez-vous pour rembourser notre pays ?» Le comte français, plutôt le consul français, avec une certaine désinvolture, n'a pas voulu honorer le paiement de cette dette. Vous connaissez le sang algérien. Le dé d'Alger a fait un coup d'éventail sur la joue du consul français. Et les Français de l'époque, parce que à l'époque, la France était une monarchie avec le roi Charles X, a profité de ce coup d'éventail pour mettre en place un blocus maritime qui a duré 3 ans. Pendant 3 longues années, les Français, aidés de leurs alliés européens, ont empêché notre pays d'avoir un commerce maritime avec d'autres puissances. Mais comme ce blocus maritime n'avait pas fonctionné, à partir du 14 juin 1830, la royauté française a décidé d'envoyer 35 000 soldats et marins envahir notre pays. Et au bout de 21 jours, c'est-à-dire le 5 juillet 1830, le dé d'Alger a été obligé de rendre les armes malgré 50 000 soldats algériens qui protégeaient Alger, car la France avait une supériorité militaire à ce moment-là, comme aujourd'hui, car vous le savez, aujourd'hui, la France a la bombe atomique et l'Algérie ne l'a pas. Alors pourquoi je commence cette 4e journée du mois de Ramadan sacré, et d'ailleurs Sahaftorkum, par ce coup d'éventail? C'est important parce que, à l'époque, comme je vous ai dit, l'Algérie vendait du blé. Vous imaginez, nous exportions du blé. Il y avait 3 millions d'Algériens. En France, il y en avait 12 fois plus, c'est-à-dire 36 millions de Français. Car il y a une similitude entre 1830 et 2025. Le roi Charles X avait dit, suite au coup d'éventail du dé d'Alger, que la France avait été humiliée. Oui, humiliée, c'est le terme qui avait été utilisé. Et en 1830, l'autorité du roi Charles X était extrêmement faible, comme aujourd'hui avec le président Macron qui n'a pas de majorité. Eh bien, figurez-vous qu'en 1830, c'était exactement la même chose. Il y avait 221 députés français qui étaient contre le roi Charles X. Il y avait une fronde des parlementaires, des députés, contre le roi. Et pour se sortir de cette affaire, pour se sortir de ce manque d'autorité de la part de ses propres députés, le roi a eu l'idée de l'invasion de l'Algérie pour redorer son blason, pour redorer son autorité. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le coup d'éventail, c'est-à-dire le prétexte qui a servi à engager le blocus maritime et à envahir l'Algérie, donc entre 1827 et 1830, est-ce que ça ne serait pas celui-ci le nouveau coup d'éventail
depuis le 16 novembre, un peu l'équivalent du 30 avril 1827, on a l'impression que l'histoire se répète. Car depuis l'arrestation de cet auteur algéro-français, il n'y a pas un jour où l'Algérie n'est pas torpillée, mais à tous les niveaux, médiatiquement, politiquement, diplomatiquement, intellectuellement. Voici la dernière action en date contre l'Algérie. Vous avez 60 personnalités françaises, dont 3 anciens premiers ministres, comme M. Gabriel Attal, M. Bernard Cazeneuve, M. Manuel Valls. Vous avez des grands intellectuels, Michel Onfray, ou Pascal Bruckner, qui est là, qui est un facho de première, facho de première. Je tiens à le préciser, vous avez Alexandre Delval, etc., etc. 60 personnalités qui sont en train de préparer le nouveau coup d'éventail, à l'image de celui de 1827. Vous savez, il y a plus de 1000 personnalités françaises qui ont adhéré à ce comité de soutien pour dénigrer l'Algérie. Eh oui, dénigrer l'Algérie. Vous savez qu'en 2020, il y a eu 3000 personnalités françaises qui avaient demandé la libération de Louisa Hanoun, la présidente du Parti des travailleurs. Peut-être que vous l'avez oublié. Parmi ces 3000 personnalités, il y avait l'ancien Premier ministre français, Jean-Marc Ayrault. Il y avait Jean-Luc Mélenchon, le président de la France insoumise. À ce que je sache, Louisa Hanoun n'est pas française. Alors moi qui étais 40 ans français, jamais, je dis bien jamais, il y a eu une seule personnalité française qui a demandé ma libération. Intéressant quand même, quand on voit un peu l'histoire, comment elle se répète. Vous avez 2 personnes nées en Algérie, donc cet auteur et Louisa Hanoun, qui sont soutenues mais par des milliers de personnalités françaises, intellectuelles, universitaires, politiques, syndicalistes. Et Rachid Nekaz, votre humble serviteur, qui est né en France et qui a vécu 40 ans en France, qui a publié 6 livres, dont un livre entretien avec les 7 chefs d'État du G7 en 2000, eh bien écoutez, wello, ça fait réfléchir quand même. Alors, je continue le parallèle entre le blocus maritime que la France a imposé à l'Algérie entre 1827 et 1830 avec les événements d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'avant c'était une affaire de blé, mais aujourd'hui c'est une affaire de pétrole. Vous savez qu'il y a eu Total, la multinationale française, qui avait porté plainte contre l'Algérie pour faire pression sur l'Algérie pour avoir du pétrole gratuit en 2016. Et la France a réussi. Eh oui, la France a réussi. Grâce à son chantage, elle a obtenu des contrats extraordinaires en 2018 avec le renouvellement sans aucune raison de 25 ans du gisement de TFT dont je vous ai parlé hier. Donc c'est la même histoire qui se répète. Avant c'était le blé, aujourd'hui c'est le pétrole et le gaz. Alors certains de mes compatriotes me disent « Mais Rachid, t'en fais une grosse affaire, faut laisser les hommes politiques français, notamment de droite ou d'extrême droite, gesticuler. Nous, en Algérie, nous sommes très intelligents, nous sommes stratégiques. » Vous savez que 95% des arbitrages commerciaux ont été perdus par l'Algérie ces 20 dernières années. Excusez-moi de douter de la compétence de certains de nos diplomates, ou certains de nos juristes, ou certains de nos communicants. Non, malheureusement. Ceux qui gèrent le dossier du pétrole, de la France et du Sahara sont des incapables. Je ne leur manque pas de respect. Je dis simplement que quand une personne n'est pas à la hauteur de la mission qui lui est confiée par le président de la République, l'honneur et la dignité exigent que ces personnes laissent leur place à des personnes au profil beaucoup plus adapté aux urgences du moment. Maintenant, je vais vous dire pourquoi la situation est extrêmement grave entre la France et l'Algérie. Jusqu'à maintenant, celui qui occupait la tête d'affiche de cette croisade
contre l'Algérie, c'est le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau. Mais que s'est-il passé hier? Vous avez un ancien président de la République française, M. François Hollande, qui à l'époque de sa visite à Alger, lorsqu'il avait rencontré notre feu président Abdelaziz Bouteflika agonisant, il avait dit qu'il avait été assez stupéfait par l'alacrité de notre président, qui n'arrivait pas à aligner deux mots. Et aujourd'hui, que dit-il, ce président socialiste? Je dis bien socialiste, il n'est ni de droite ni d'extrême droite. Il dit qu'il est nécessaire maintenant d'avoir de la fermeté à l'égard de l'Algérie. Fermeté à l'égard de l'Algérie. Est-ce que nous assistons à un remake du film de 1830, c'est-à-dire que, non content déjà à l'époque de ne pas avoir honoré la dette de blé, non content aujourd'hui d'avoir du pétrole et du gaz gratuitement pendant 25 ans supplémentaires, peut-être que la France ne semble pas très contente du nouveau dé d'Alger. Et vous savez, c'est qui le nouveau dé d'Alger? C'est notre président, c'est Abdelmajid Tebboune. Car notre nouveau dé d'Alger n'entend pas se faire marcher dessus par les pressions des sieurs Retailleau ou des sieurs Hollande ou des sieurs Macron. Alors, vous savez qu'un rapport de force a été mis en place par notre sieur Retailleau, le même que celui qui est lié entre 1827 et 1830. Et à l'époque, celui qui était à la tête de la marine française, c'était l'amiral Duperré, et celui qui s'occupait des soldats terrestres, c'était le général Bourmont. Alors, rapport de force, réponse graduée, nous avons tous les ingrédients d'une reconquête de l'Algérie. Et la version moderne de la reconquête de l'Algérie, elle porte un nom que je vais évoquer dans quelques secondes. Alors on expulse les anciens directeurs de cabinet du président algérien, M. Khalef. On refoule la femme d'un ambassadeur algérien, celui qui est en poste à Bamako, alors qu'elle avait un passeport diplomatique. On la refoule à l'aéroport parisien. Nous avons des anciens ambassadeurs, un peu l'équivalent du consul de Val, qui matin, midi et soir, évidemment, prépare cette offensive française lourde contre notre pays. Et vous savez que les anciens ambassadeurs français à Alger sont des maîtres espions, à l'image de Bernard Rémier, qui fêtait ici des magnifiques contrats avec Total et l'Algérie, ou Bernard Bajolet, un petit voyou accusé d'extorsion de fonds, qui est devenu lui aussi chef de la DGSE. Et donc cette nouvelle bataille d'Alger, comme je l'ai appelée, ou cette préparation à une nouvelle colonisation de nos richesses, évidemment, la presse française est en train de la préparer. Vous savez, quand la presse française dénigre notre président de cette façon, vous croyez que la France a envie d'avoir des relations apaisées avec l'Algérie? Imaginez que vous êtes à la place du président algérien, si Abdelmajid Tebboune, et qui voit la une d'un grand magazine de centre droit, Le Point, où il y a marqué les réseaux du régime algérien avec sa photo et avec des TikTokers, dont la France a exigé que l'Algérie les récupère. Vous croyez que vous avez envie après de faire une accolade chaleureuse avec le président français? Franchement, vous pensez que la France aujourd'hui a envie de retrouver des relations normales avec le président algérien ici, à Alger, le 25 août
2022, encore une fois, je vous rappelle, je regardais ces images à partir de la télévision de la prison de Schleuf, avec mes 4 autres co-détenus. Si Abdelmoumen Khalifa, si Mohamed Bayri, si Hassan Arbaoui et si Faris Sellal. Vous savez, en prison, on ne fait pas de différence, hein. Ni pauvre, ni riche, ni si vous êtes bien ou mal, vous avez un numéro d'écrou et tout le monde est logé à la même enseigne. On mange la même soupe. C'est pas du caviar. Vous croyez que quand un autre magazine français traite l'Algérie en disant « ça suffit le chantage de l'Algérie », vous pensez que les Français ont envie d'avoir des relations apaisées avec l'Algérie? Je ne le pense pas. Vous croyez quand un ancien juge antiterroriste comme Marc Trévidic, écoutez bien ce qu'il a dit, il veut renverser le régime algérien. Écoutez cette phrase incroyable. Le juge français Marc Trévidic, ancien magistrat du pôle antiterroriste au tribunal de grande instance de Paris et figure emblématique de la lutte contre le terrorisme, a fait une déclaration fracassante publiée le 10 janvier 2025 sur Un Monde, un regard sur Public Sénat, donc la chaîne de télévision du Sénat français. Sénat français, vous savez c'est qui? C'est le président, c'est Monsieur Larcher qui vient de faire une visite au Sahara occidental. En réagissant donc à une question de la journaliste Rebecca Fitoussi, Marc Trévidic a déclaré, écoutez bien, ça vaut son pesant d'or. Et vous allez comprendre pourquoi je fais le lien avec 1827 et 1830. Ça fait plaisir d'avoir vu Bachar Assad renversé. J'aimerais voir le régime algérien renversé. Imaginez, sur une chaîne publique, vous avez un ancien juge antiterroriste qui dit « J'aimerais voir le régime algérien renversé ». C'est-à-dire, il appelle un coup d'État en Algérie. Qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas une dictature. Des gens qui mettent un écrivain en prison, c'est n'importe quoi. Évidemment, il a oublié que le général de Gaulle a fait exécuter un écrivain français, Robert Brasillac. Général de Gaulle a fait emprisonner des grands écrivains. Charles Maurras, académicien. Lucien Rebatté, grand écrivain inspirateur de Mitterrand. Et le grand Céline, Voyage au bout de la nuit. C'était son célèbre ouvrage qu'un certain Houellebecq, xénophobe de statut, ne cesse de revendiquer comme étant sa référence littéraire. Donc je poursuis. En Algérie, si on dit ce qu'on pense, on va en prison. Et qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas une dictature. Ouais, il a oublié Marc Trévidic que je connais, puisqu'il a jugé mon affaire. Vous savez que ce monsieur a jugé mon affaire sur Ammar Saïdani. Mais il m'a dit, monsieur Neka, je ne peux pas le mettre en prison, celui qui vous a agressé. La loi ne me le permet pas. Je lui dis, ah bon? J'ai un échange d'emails, c'est extraordinaire. Et oui, c'est monsieur qui protégeait les barons du régime Bouteflika en empêchant que son neveu aille en prison. Aujourd'hui, il appelle au renversement du régime algérien. Mais c'est extraordinaire. Mais où va-t-on? Alors, je finis la dernière phrase de Marc Trévidic. Il dit, et qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas une dictature. Les généraux algériens, les gens du DRS, la sécurité, ce sont des dictateurs. Point. Tout ça, c'est complètement mesquin de la part de ces criminels. Vous imaginez? Vous croyez qu'avec toute l'élite médiatique, intellectuelle, judiciaire française qui s'attaque à toutes les institutions de l'État algérien, vous croyez que la France a envie d'avoir des relations apaisées avec l'Algérie? Vous ne pensez pas qu'il y a une stratégie de déstabilisation de l'Algérie? Allez, on continue. Vous savez que ce juge Trévidic s'était rendu à Alger en octobre 2014, le 12-13 octobre. Il s'avère que je l'ai vu, je l'ai rencontré, parce que moi aussi à l'époque j'avais été convoqué au tribunal d'Alger, parce qu'il enquêtait sur l'assassinat des 7 mois de Tibérine. Et à vrai dire, si M. Marc Trévidic se permet d'accuser l'Algérie d'appeler un coup d'État, un renversement du régime, c'est parce qu'il détiendrait des preuves sur la responsabilité de certains services de sécurité algériens qu'il n'a pas hésité à accuser. Eh oui, voilà un des moines de Tibérine. C'est pour ça qu'il se permet toutes ces provocations. Et d'ailleurs, vous remarquerez que personne en Algérie n'a porté plainte
contre ce juge qui appelle un renversement du régime algérien. Personne n'a porté plainte. Vous imaginez? En Algérie, pour une ligne sur Facebook, on va en prison, mais quand ce monsieur appelle un coup d'État en Algérie, aucune plainte contre lui. Ni d'un consul algérien, ni de l'ambassade algérienne, ni d'une association algérienne, personne. Un peu comme l'affaire du fils de Sarkozy, qui dit que si j'étais aux manettes, je brûlerais l'ambassade d'Algérie. Personne d'officiel ne porte plainte. Vous savez, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Et là, maintenant, je vais m'adresser à notre président, Sir Abdelmajid Tebboune. Je vais lui citer 2 exemples et je pense qu'il va comprendre. Vous connaissez Kwame Nkrumah, le grand leader panafricaniste du Ghana. Vous savez que c'est lui qui a rendu ou donné ses lettres de noblesse à l'idéal panafricain. C'est lui qui est à l'origine de la création, le 25 mai 1963, de l'Organisation de l'Unité africaine. C'était un très grand monsieur. C'était vraiment la référence intellectuelle et la référence politique à tous les mouvements indépendantistes dans toute l'Afrique. Dès 1957, il était Premier ministre du Ghana et il a soutenu tous les mouvements de décolonisation dans le continent africain. Et à ce sujet, il y avait la conférence des peuples africains en 1958 à Accra, et le représentant de l'Algérie, c'était le grand intellectuel d'origine martiniquaise qui s'appelle Frantz Fanon, dont sur lequel je ferai prochainement une vidéo, Inch'Allah. Et oui, Nkrumah, c'était un très grand monsieur. Et lorsque je me suis rendu avec mon fils Iskander au Ghana, donc à la capitale ghanéenne, j'ai rendu visite au mausolée du grand Kwame Nkrumah. Il était marié avec une Égyptienne, car son idéal, c'était rassembler toute l'Afrique, c'est-à-dire les Noirs, les Blancs, l'ensemble du continent. C'est la raison pour laquelle il s'était marié avec une Égyptienne. Donc il a des enfants qui sont vraiment africains, à la fois africains du Nord et Afrique noire. Alors, pourquoi je vous parle de Kwame Nkrumah? Le 24 février 1966, c'est-à-dire il y a 59 ans. Vous savez ce qui s'est passé? Il faisait une visite présidentielle officielle en Chine. Donc ce grand leader charismatique, Kwame Nkrumah, lorsqu'il est arrivé en Chine pour rencontrer le président Mao, on lui a dit « Monsieur le Président, il vient d'y avoir un coup d'État dans votre pays. Vous n'êtes plus président. » En effet, les Anglais, qui étaient l'ancienne puissance colonisatrice du Ghana, avaient incité des policiers et des gendarmes à faire le coup d'État, un coup d'État pacifique, il n'y a pas eu de mort, pendant que le président Nkrumah se rendait en Chine en visite officielle. Donc ça, c'était le 24 février 1966. Je vais prendre un deuxième exemple. Ici, vous avez, peut-être que les Algériens ne le connaissent pas, vous avez ici la reine d'Angleterre, et là, vous avez le roi Idriss Ier de Libye. Vous savez qu'avant Kadhafi, qui a fait un coup d'État le 1er septembre 1969, la Libye était dirigée par une grande famille, écoutez-moi bien, une grande famille algérienne, la famille Senussi. Et le roi Idriss Ier était le roi de Libye depuis 1951, donc jusqu'au coup d'État de Kadhafi, le 1er septembre 1969. Ici, c'est le duc d'Édimbourg. Voilà, ça c'était une photo qui date de 54, c'est-à-dire 15 ans avant le coup d'État de Kadhafi. Alors, le roi Idriss Ier, quand je vous ai dit qu'il est de la famille Senussi, car la Senusiya est une confrérie soufie. Et cette confrérie soufie, vous savez, où est son berceau? Où a-t-elle été créée? Elle a été créée dans la ville de Mazouna. Mazouna, c'est dans la wilaya de Rilizane. Et Mazouna, c'est une ville qui a vu 1500 familles de la région d'Irilerli, de Béjaïa, arriver suite
à la rébellion de Cheikh Haddad et Cheikh Mokrani d'avril-mai 1871. Vous savez que les Français ont été impitoyables après la révolte de Cheikh Mokrani et de Cheikh Haddad. Toutes les terres de la Kabylie ont été prises, les forêts brûlées par la France, que certains Kabyles adorent. Eh oui, je vais vous rappeler que la France a brûlé les forêts de Kabylie et elle a exproprié toutes les terres des Kabyles pour les donner à des colons. Et en plus de ça, elle a envoyé au bagne de Nouvelle-Calédonie tous les hommes qui avaient participé à cette révolte, sans leurs femmes, sans leurs enfants, de façon à les obliger à se marier avec des autochtones de Nouvelle-Calédonie, parmi lesquels il y avait ceux qui avaient été partie prenante de la Commune de Paris en mai 1871, car il faut savoir que l'armée française avait bombardé Paris, 30 000 morts à Paris à cause de l'armée française. Et 15 000 Français, les fameux communards dont la grande institutrice et militante Louise Michel a été envoyée au bagne de Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait une solidarité entre les victimes de l'oppression française, de l'armée française, entre les communards et les révoltés de Cheikh Haddad et de Cheikh Mokrani. Donc, pour revenir au sujet de Idriss Ier Sennoussi, donc à Mazouna, donc il y avait évidemment beaucoup, il y a toujours d'ailleurs beaucoup d'Algériens qui viennent de la région de Béjaïa, dont ma maman, Rabbi Yarhamha. Et c'est dans la ville de Mazouna que la confrérie, la tariqa, comme on dit, soufi des Sennoussi, a été créée, écoutez bien en quelle année? 1837, la même année que le traité de Tefna entre l'émir Abdelkader et les Français, qui reconnaissaient un État algérien. Bien sûr, l'État algérien date de Massinissa, c'est-à-dire il y a 2200 ans, bien avant l'arrivée des Idrissides au Maroc au 8e siècle. Petit clin d'œil. Donc, la famille royale libyenne est 100% algérienne jusqu'en 1969. Alors maintenant que je vous ai fait cette petite parenthèse historique pour vous dire que la famille royale qui régnait en Libye jusqu'en 1969 était algérienne, je vais revenir à la raison pour laquelle je vous parle du roi Idriss Ier. Idriss Ier était un peu malade en 1969. Donc il est parti en Turquie, dans la ville de Bursa. D'ailleurs, l'émir Abdelkader, à l'époque, était passé par Bursa avant de finir ses jours à Damas, à Rabbi Yarhamou. Et donc, lorsqu'il était en convalescence pour se faire soigner en Turquie, un petit capitaine du nom de Muammar Kadhafi, avec ses amis, ce qu'on appelle les officiers libres libyens, ont fait un coup d'État pacifique, c'est-à-dire sans effusion de sang. Le même que celui qui avait été fait le 24 septembre 1966 au Ghana pour destituer le président Kwame Nkrumah. Donc Kwame Nkrumah le 24 février 1966, Idriss Ier la nuit du 31 août au 1er septembre 1969. Donc à 3 ans d'intervalle, ils ont été destitués alors qu'ils étaient à l'étranger, tranquillement. Et bien sûr, on peut imaginer qui a soutenu notre ami Muammar Kadhafi. On soupçonne que l'Égypte aurait pu le soutenir. Pourtant, il y avait dans ce pays-là la plus importante base militaire américaine dans le monde, la plus importante. Et avec l'arrivée de Kadhafi, au bout de quelques mois, il y a eu un accord entre Washington et Tripoli pour mettre fin à la présence de cette base militaire. Alors, je ne sais pas si vous avez compris à quoi je veux en arriver. Moi, je pense que la France a un objectif inavoué de déstabilisation de l'Algérie. Et cet objectif a 2 facettes. La première facette, c'est de décrédibiliser l'autorité des dirigeants algériens aux yeux du peuple algérien. De quelle façon? On l'a vu récemment, il y a 2 jours, lorsque l'ancien ambassadeur français à Alger
a déclaré que le président du Conseil de la Nation algérien, c'est-à-dire le président du Sénat algérien, Si Salah Boudjil, aurait un appartement à Paris, alors que normalement, il n'aurait pas le droit de transférer des dinars en France. Et je crois que c'est le début d'une série d'actions pour pointer du doigt certains responsables algériens, civils et militaires, en leur disant qu'ils ont des comptes bancaires en France et des appartements en France, de façon à ce que le peuple algérien s'énerve. Ça, c'est la première facette de la tentative de déstabilisation. Et la deuxième tentative de déstabilisation, c'est en augmentant la pression contre les responsables politiques, civils et militaires algériens, notamment en leur retirant le droit de venir en France, c'est-à-dire ils ne peuvent plus venir avec leur passeport diplomatique, en les menaçant de dévoiler certaines informations très délicates, que ce soit pendant la décennie noire ou des informations bancaires. L'idée peut-être, c'est d'encourager une partie de l'armée à faire ce qu'a fait l'armée du Ghana contre Nkrumah en 1966, ou ce qu'a fait l'armée libyenne en 69 contre le roi Idriss Ier. Et l'idée, en clair, les Français essayent de séduire une partie de l'establishment algérien pour leur dire que peut-être il est temps de changer de président. Et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Je crois que la France veut mettre fin à la présence de notre président en Algérie. Et je crois qu'il faut prendre très au sérieux cette stratégie diabolique de l'État français. Sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi tout d'un coup le président français, l'ex-président français M. Hollande, a décidé de dire que c'est nécessaire de faire pression sur l'Algérie. Jusqu'à maintenant, c'était uniquement la droite et l'extrême droite. Maintenant, nous avons la gauche. Donc, il y a un consensus au sein de l'establishment politique français pour déstabiliser l'Algérie au plus haut sommet, c'est-à-dire au niveau de la présidence. Et en tant que citoyen algérien, qui aspire au respect de notre pays, au respect de nos institutions, au respect de notre peuple et au respect de notre diaspora, je n'entends pas que cet État français reproduise la même séquence que celle de 1827 avec l'événement du dé d'Alger, le coup d'éventail, et la séquence de 1830 avec l'invasion de notre pays pour récupérer à l'époque le blé et aujourd'hui peut-être le gaz et le pétrole. Je pense que le président algérien doit faire très attention à ses déplacements à l'étranger et en cela, je crois que la décision qu'il a prise de ne pas se rendre au Conseil de la Ligue des États arabes pour parler de la question de Gaza est une décision extrêmement sage, car aujourd'hui, tout est possible avec cette nouvelle armada médiatique, politique, diplomatique, intellectuelle, judiciaire française contre notre pays et contre son symbole le plus éminent. J'espère que mon message a été compris. L'heure est à la vigilance extrême. Barakallahu fikum, sahafturkum, tahiyat Jazair, wallah yarham al-shuhada, inshallah.